Caroline Zottier de Tech for Good Canada. Donc, on accueille aujourd'hui 4 experts franco-canadiens de pédagogie et de numérique et de jeunesse, d'enfance finalement. Tech for Good Canada, c'est une organisation à but non lucratif qui n'est financée que par des dons d'individus ou par des subventions, qui n'a pas de financement d'entreprise et qui adorons tout ce qui est numérique. On est vraiment pro-numérique et justement, comme on aime beaucoup le numérique, on aime bien mettre en avant une version critique du numérique, donc une version qui va laisser de côté le côté un petit peu angélique des débuts, la vision angélique, et avoir une vision un peu plus clairvoyante, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup lorsqu'on va dans la Silicon Valley, où on essaye de départager le bon et le moins bon numérique. Tout comme il y a une bonne et une mauvaise alimentation, le numérique n'est pas bon en lui seul, il y a du bon et du moins bon. Et donc, nous défendons tous les usages numériques pour la jeunesse en particulier qui vont être bénéfiques, qui vont avoir un effet bénéfique, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit pour consommer. On se focalise sur le numérique et la jeunesse. Voilà, et puis vous pourrez nous retrouver sur techforgoodcanada.org, sur tous les réseaux sociaux. On est très, très utilisateurs des médias de communication numérique. Je présenterai nos différents intervenants au fur et à mesure que je leur poserai une question pour que ce ne soit pas trop long. Et je vais commencer tout de suite par Élise Lepage, en fait. Élise est là tout en étant professeure à l'université de Waterloo en littérature et culture québécoise notamment. Elle est aussi parent d'élèves de jeunes entre environ 8 et 16 ans, si je ne me trompe pas, hein, Élise, à peu près. Et en Ontario, pour le coup. Et donc, Élise, est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur qu'est-ce que vous constatez au bout de 2 ans d'école en partie à la maison et donc qui intègre beaucoup plus le numérique qu'auparavant? Oui, merci Caroline. Je dirais beaucoup plus de fluidité d'une façon générale, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les enseignants, peut-être le personnel qui entoure également. Je pense par exemple pour les enfants qui sont en difficulté ou tout ce qui est l'administration des écoles aussi. Je suis sur les conseils de parents, donc l'idée que maintenant tout va se faire en ligne semble adoptée pour de bon. Et donc, par fluidité, je parle, comme vous l'avez dit en introduction, en fait, beaucoup moins de temps à passer à figurer le pourquoi du comment et le côté technique. Et puis, ça s'est traduit également par une plus grande diversité de plateformes, d'utiliser des outils pédagogiques qui ont changé, qui se sont un peu spécialisés. On a l'impression que les enseignants, au début, se sont accrochés un peu à certains radeaux qui leur ont été conseillés par peut-être les conseils scolaires ou les ministères. Et puis, au fur et à mesure, on a pu voir que certaines plateformes fonctionnaient mieux avec certaines matières, certains outils pour certaines tranches d'âge. Et puis, on a pu voir que donc, parfois, c'est certains enseignants, parfois certaines écoles, certains conseils scolaires ont développé certaines routines, certaines habitudes. Donc, on peut s'attendre à une certaine régularité. Ce qui facilite, je pense, dès qu'il y a des intervenants, que ce soit les parents ou d'autres personnes ressources qui viennent aider, il y a des formats qu'on connaît. Et puis, évidemment, ça a beaucoup d'impact positif, je dirais, pour les enfants qui gagnent en autonomie, quel que soit leur âge, en responsabilisation aussi. Donc oui, moi j'ai 3 enfants d'âge très différents et ça a été ça la grande avancée cette année, l'autonomie presque complète maintenant, y compris pour la plus jeune qui est en 4e année, qui a des petits défis de concentration. Ça fonctionne quand même grâce, je dirais, à cette régularité et puis le perfectionnement, donc le meilleur choix d'outils. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste donner un exemple concret en termes de choix d'outils, juste les nommer ou juste pour qu'on comprenne, notamment pour la plus jeune? En fait,
c'est plutôt du côté des plus âgés où les matières sont plus avancées qu'il y a une diversification des outils. Alors, par exemple, à l'école secondaire, l'utilisation de la plateforme Desmos, qui est une calculatrice graphique, mais qui permet aussi de bouger des figures en géométrie et puis d'ajuster les réponses en maths. Et c'est collaboratif. Les élèves peuvent voir les réponses les uns des autres, donc compléter les raisonnements. Et puis c'est assez agile comme plateforme, j'ai trouvé ça plutôt bien. Un logiciel qui m'a intéressé aussi, qui est utilisé là aussi avec les plus jeunes, c'est Camille. Kami, pour éditer des PDF. Évidemment, donc c'est pratique d'envoyer des PDF, ça permet une certaine stabilité. Et en même temps, là, les enfants peuvent les éditer et écrire directement, alors qu'au tout début de la pandémie, au printemps 2020, on recevait des PDF, il fallait les imprimer, les enfants écrivaient, les rescanner, les télécharger ça prenait un certain nombre d'étapes. Ça, c'est une très grosse avancée. Et là encore, ça permet l'autonomie des enfants. D'accord. Puis après, il y a tous les outils qu'on connaissait peut-être déjà un petit peu plus, comme Kahoot, qui permettent plus de ludisme aussi. Et où là aussi, ce qui est très intéressant quand même dans Kahoot, c'est que les enfants très vite sont capables d'en créer eux-mêmes. Et j'ai l'impression qu'ils aiment encore plus en créer eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, dans un cours d'histoire, le prof ne va pas créer un Kahoot. Il va demander aux élèves, vous avez appris ça, maintenant créez des questions pour vos amis. Et ça, j'ai l'impression que c'est très, très motivant pour les jeunes, quelle que soit la tranche d'âge, je dirais. Quelques exemples. Ouais, non, ça je trouve que c'est super intéressant d'être concret comme ça par rapport à rester dans tout ce qui est généralité. Maintenant, je vais un peu poser le même genre de questions à Alexandre Chenette, qui est, juste pour rappel, un enseignant d'éthique et de philosophie doublé d'un conseiller pédagogique, conférencier, consultant et concepteur d'expériences d'apprentissage au Récit national au Québec. Si je tente de résumer le récit, Alexandre, ce sont en gros des coachs en pédagogie intégrant le numérique et des ressources aux enseignants québécois par domaine. Est-ce que c'est à peu près ça pour résumer le rôle du récit au Québec? Oui, Ouais. oui, absolument. On est là partout où il y a de l'éducation du numérique. Puis beaucoup dans l'approche ici de libre. Dans le fond, on développe tout en open source, là, en libre de droit. Donc, on est vraiment là pour aider. Puis on crée du matériel, on accompagne. On est partout. C'est le fun parce qu'il y en a des locaux là, qui sont physiquement dans chacun des centres de services, mais il y a aussi des nationaux à l'échelle de toute la province. C'est un beau réseau. Et alors, donc, pour vous, Alexandre, quels sont les enseignements que vous avez tirés par rapport à votre activité depuis 2 ans? Ben, je vais dans le même sens qu'Élise. Vraiment, là, ils ont pris beaucoup de confiance, les enseignants, les enseignantes. Moins de stress, ils sont solides. Puis tu vois, je voyais plein de monde sur mes réseaux qui prenaient des photos de leurs enfants, les tout petits qui sont installés avec leurs choses, qui sont très autonomes. Je parlais en tant que parent aussi, de voir que entre les cours, pendant les récréations, ils peuvent se contacter, puis s'entraider, puis se donner des précisions sur ce qu'ils ont à faire. Puis moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de travail d'équipe, de travail en dehors des périodes là, dans l'enseignement, beaucoup de collaboration entre eux, ce qui permettait. Puis mais je sais au Québec, Teams est très populaire, il y a un peu de Classroom aussi. Mais donc là, tu sais, vraiment, dans les derniers mois, ils ont eu beaucoup de formations, ils sont habitués ils savent où aller, puis comment s'en servir. Fait que, tu sais, cette idée-là, on n'est plus juste en train d'apprendre comment ça marche, on est en train d'apprendre. On l'utilise maintenant là, à ses fins. Là. C'est vraiment plus puissant. Puis même les spécialistes, aussi, j'ai vraiment trippé aussi. Les spécialistes ont essayé, vu qu'on nous on était comme 2 semaines, ça dépend des centres de service, là, à peu près 2 semaines en école à distance. Là, on dirait qu'ils ont fait comme OK, je vais essayer des affaires, tu sais, je vais essayer des applications que j'ai vues depuis, comme au début, c'était comme tu dis, moi, j'avais pas entendu parler du PDF que tu imprimes, que tu réponds, que tu scannes, tu retournes. Là, oh mon Dieu, quel casse-tête. Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui prenaient ce qu'ils allaient faire en présence puis essayaient de le faire à distance. Puis c'est pas toujours évident d'y aller comme ça. Mais là, il y a eu tellement de formations, tellement d'échanges aussi sur les réseaux entre profs qui se sont formés entre eux aussi Oui. sur hey, j'ai essayé ça a fonctionné. Ou tu sais, je l'ai fait, mais pense à ça. Tu sais, il y a eu des essais-erreurs. Là, fait que là, il était pas mal plus solide. Puis je pense que tout le monde en a profité. Puis comme on parlait un petit peu en intro, là, c'est ça, on questionnait des profs sur les différences. Puis
moi-même, je pensais qu'il y aurait plus de négatifs. Mais en fait, il n'y avait aucun commentaire négatif là, quand tu comparais en 2 ans. Tout le monde était comme, il y a ça qui est amélioré, il y a cet avantage-là aussi. Il y en a qui parlaient, mettons, pour les élèves timides, de faire de l'individuel, là, de se donner des rendez-vous, puis d'aller, de travailler avec un élève, 2 élèves de la fois, de se donner des petits rendez-vous, des salles comme ça, des sous-salles, pour faire de l'individuel. Là, il y en a plein aussi qui, dans le climat de classe, c'est bruyant, des fois, le travail d'équipe, puis on a de la misère à se concentrer, mais là, ils sont tout seuls avec leurs frères et sœurs à la maison. On a aussi demandé à la lumière que tout était positif. On était comme, moi, OK, puis ça a été quoi les défis, les choses, on a essayé d'aller chercher, c'était quoi les problèmes. Puis, il y en avait le tiers de ce qu'ils récoltaient, que c'était les parents, dans le fond, les parents qui étaient habillés bizarres ou qui soufflaient les réponses à l'élève ou qui... C'est gros des commentaires comme ça qui arrivaient. Là. Mais même les parents aussi sont plus solides. Puis on parlait rapidement d'autonomie. Là. Moi, c'est ça que j'ai vraiment remarqué que je pouvais continuer à travailler. Puis mes filles étaient très autonomes, ils savaient la période, ça apparaissait dans leur horaire, ils faisaient leur petite pause d'aller chercher leur collation. Donc vraiment, là, j'ai vu une grosse montée de l'autonomie. Je dirais que le gros défi, je pense, c'est quand on enseignait, les périodes où on est prof, on enseigne à une classe et qu'on doit gérer nos enfants qui, eux autres aussi, ont un cours, s'il y a quelque chose, c'est là que ça devient, ça devient quelque chose. Mais sinon, le constat est vraiment positif. Oui, d'accord. Mais en fait, est-ce que ça requiert en effet quand même une certaine adaptation de la pédagogie elle-même? Est-ce que les enseignants ont vraiment dû changer la façon d'enseigner? Ben, c'est ça, c'est plus juste basculer là, de comme il faut que je me débrouille. C'est une autre façon de faire, une autre approche, essayer des nouveaux projets. Juste la donne que à l'école, physiquement, il y a bien des écoles, c'est encore dur d'avoir le chariot de portable ou de iPad, faut que tu y penses d'avance. C'est une fille, parce que là, ils sont tous déjà sur un appareil, ils ont Internet sous la main, tu peux leur envoyer des liens tout le monde va être capable de le faire au lieu de prendre 10 minutes à ouvrir les ordinateurs, puis les désinfecter et tout. Fait que ça simplifie, ça rend le tout plus fluide. Fait que, surtout, en plus, je pense que ça peut aider le fait qu'on savait que c'était pour 2-3 semaines, qu'on s'enlignait peut-être pas pour des mois et des mois. Je pense que ça a donné le coup de pied à plusieurs de comme, bon, mais je vais l'essayer, cette petite activité-là, avec ce truc-là, on va apprendre ensemble, voir ce qu'on est capable de faire. Donc, en tout cas, c'est sûr que moi, je reçois plus les milliers de bons coups, mettons. Là, j'entends moins parler de quand ça va moins bien. Fait que je suis quand même biaisé à ce niveau-là. Là. Mais vraiment, vraiment gros des profs. Il y en a beaucoup plus là, qui essayaient des approches pédagogiques différentes là, qu'il y a 2 ans. C'est ça, on n'aurait pas pu, si on avait sans la pandémie, pas positif, on s'entend. Mais ça aurait pris 5-10 ans former le monde pour faire les bons qui en essai-erreur ils ont fait en 2 ans. Là, c'est fou. Là, avec ça, ils ont vraiment progressé énormément. Mais ce que tu as l'air de dire, c'est que les enseignants sont quand même contents de retourner en classe. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer à l'extrême que certains enseignants soient tellement contents avec ce mode de travail que finalement, le travail en classe... mais non, la plupart préfèrent quand même retourner. Ben oui, c'est une solution de rechange. Là, il manque le contact humain, la relation avec l'élève. L'école en présence, c'est ça qui est le best, là, mais c'est ça. Nous, ils veulent retourner. Il y en a certains qui aiment ça. Puis il y a des étudiants aussi, je voyais là, des étudiants universitaires qui aimaient. Là, au Québec, ils commencent à demander qu'ils arrivent sur place. Puis il y a bien des élèves qui sont comme moi. Mais là, moi, j'aimais vraiment ça. C'était vraiment pratique là, de pouvoir faire mes classes à distance. Puis pourquoi vous me forcez à y retourner dans un contexte comme celui-là? Puis en tout cas, je ne vais pas prendre tout le panel, mais d'expérience aussi en enseignement avec les jeunes. Là, on a profité pour faire des tests dans les dernières années avec nos classes, là, voir à la lumière des recherches, puis essayer des trucs là, sur la caméra ouverte, le micro ouvert, des trucs comme ça. Puis c'est ça, il y a plein de préjugés que des gens peuvent avoir sur l'enseignement à distance qui ont été transformés avec ces expériences-là. D'accord, oui, j'aimerais bien parler des caméras après, allumées ou pas, et de ce que ça peut faire à un enseignant d'enseigner face à aucun visage, parce qu'apparemment, ça arrive quand même parfois. Bon, maintenant, on va écouter Valentin Kravchenko, CEO de Greybox, qui est entrepreneur en EdTech, comme on dit.
J'espère que tu accepteras ce terme. Ben, il y a littéralement une association au Québec qui s'appelle EdTech, donc oui, Voilà. l'association approuve. D'accord. Donc, c'est une entreprise sociale d'accès à des ressources éducatives gratuites aux communautés mal connectées à Internet. Et vous êtes basé au Québec. Et toi, Valentin, tu as 7 ans d'expérience en gestion de projet et plus d'une décennie en communication, avec un accent sur les nouveaux médias, les nouvelles technologies et l'entrepreneuriat social. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que propose Greybox rapidement, le type de ressources mises à disposition, en accentuant ton action sur le Canada, parce que je crois que tu n'interviens pas qu'au Canada, et quels enseignements de ton côté pour ton activité depuis 2 ans? Oui, bien sûr, c'est assez particulier. On est beaucoup à la croisée on supporte beaucoup d'organisations qui, eux, opèrent sur le terrain. Oui, il y a tout le secteur scolaire, mais il y a un ensemble de systèmes périphériques qui viennent supporter ça. Récemment, je parlais par exemple avec quelqu'un qui s'occupe d'un centre de jeunesse. Et eux, le taux de décrochage, ils le voient doubler durant la pandémie. Ils avaient déjà pas les ressources nécessaires avant le début de la pandémie. Vous pouvez deviner l'état de la situation maintenant. Euh, vous en parliez tout à l'heure. Bon, j'ai une expérience en gestion de projet et beaucoup d'enjeux que je viens d'entendre déjà sont mon chapeau de gestionnaire de projet. On gère une classe. On a à bien des égards à faire les mêmes décisions étonnamment de dire, ben écoute, je dois corriger des travaux, par exemple. À quel point est-ce que je le fais à la main? À quel point est-ce que je l'automatise? À quel point est-ce que j'utilise un formulaire pour m'aider ou un outil quelconque pour m'aider à rendre mon cours plus interactif? Combien de temps je vais mettre à rendre cette slide dynamique? Je suis sûr qu'Alexandre n'osera pas vous partager combien de temps ça lui a pris rendre ses premières slides dynamiques, mais c'est un investissement qui finit par payer. Et on parle beaucoup de cet investissement-là. Ça me rappelle, il y a un bout de temps au Québec, on parlait des TBI, qu'il fallait rendre les cours intéressants, il fallait rendre ces interactions-là plus intéressantes. Ben, ceux qui ont sauté sur l'opportunité ou qui ont eu le temps de sauter sur ces opportunités-là, ça prend du temps à jouer avec ces outils-là, euh, ont peut-être eu une longueur d'avance et en espérant aussi qu'ils ont eu l'occasion de partager avec leurs collègues. Nous, ce qu'on voyait beaucoup dans le contexte de Greybox, c'est que ce sur quoi on travaille, c'est rendre des ressources pédagogiques. L'exemple qu'on donne souvent, c'est les Wikipédia, les Moodle, les fameux cours en ligne, etc. On peut en prendre une copie et le mettre en ligne. Naturellement, quand on a des ressources comme ça, on peut mesurer, on peut littéralement voir combien de temps les étudiants passent sur le cours, etc. Il y a beaucoup d'études très intéressantes sur Khan Academy où on voit, par exemple, les jeunes qui font à peu près à partir de 40%, 60% du cours de mathématiques, par exemple, on le voit que comparativement au groupe contrôle, ils vont réussir à peu près 1.4, donc ils vont, disons, s'en sortir qu'à 40% mieux, à 80% mieux. Euh, par rapport à leurs collègues de classe, mais c'est parce que Khan Academy a pris énormément de temps pour segmenter ses cours en micro-contenus. Et ce qu'on voit, par exemple, le fameux micro-contenu que j'étais, par exemple, au Maroc cet été, qui était très intéressant parce que tout le monde n'a pas un accès Internet pour consommer tout le contenu. Donc, littéralement, il y a des cours en ce moment au Maroc qui se donnent à travers WhatsApp parce que WhatsApp est gratuit des fois quand on prend un plan de téléphone Internet. Donc, la manière d'accrocher les jeunes, de raccrocher des jeunes ou même d'intéresser, faire de la formation auprès des adultes, c'est d'avoir du micro-contenu. Qu'est-ce que je peux t'enseigner maintenant qui va t'enseigner quelque chose maintenant, pas dans une logique de dans 3 ans, tu auras peut-être un apprentissage. Il faut que ça soit extrêmement rapide, comme ça, comme on gamifie pratiquement, on rend les expériences très très courtes. Dans ces environnements, on le fait parce qu'on est dans des environnements assez contraignants en termes de connectivité. On peut pas physiquement prendre des jeunes et les mettre dans une classe s'ils sont dans un environnement rural. Ouais. Et là, pendant que je vous parle de ça, ça vous rappelle un peu le contexte qu'on a en ce moment. Si vous êtes en train de donner en tant que professeur un cours, votre compétiteur, c'est Fortnite qui est sur le cellulaire de votre étudiant. Si ce que vous avez, c'est des PowerPoint qui ont une vague odeur d'acétate, vous n'êtes pas en train de gagner ce combat-là. Et si vous êtes très, très bon, vous êtes en train de gagner ce combat-là, est-ce que vous avez les ressources pour le partager à vos autres collègues? Nous, l'obsession qu'on a à Greybox, c'est de se dire, il y a du contenu hallucinant éducatif. Comment est-ce qu'on peut faire pour le déployer partout dans le monde, incluant malheureusement au
Canada, à titre d'exemple, 50% du Canada n'a pas un accès Internet de base. Ce par quoi ça se traduit, c'est si papa et maman sont sur Zoom en train de faire un appel, l'enfant peut pas allumer sa caméra. Il peut pas avoir Google Doc qui demande une connexion constante à Internet. C'est assez impressionnant, on l'oublie. Utiliser tous ces outils-là, multimédia. Il y a quelqu'un là-dedans qui généralement n'aura pas la bonne expérience. Et si c'est les parents qui ramènent de l'argent, l'éducation de l'enfant va souvent en prendre le coup. C'est comme ça. Donc, on est beaucoup dans ces enjeux-là en termes de sur le terrain, dont tu es contraint de, pas dans la ville où en théorie ça va bien, mais sur le terrain, comment ça se passe. D'accord, ok, ben, merci beaucoup Valentin. Puis on pourra revenir à si tu as des exemples concrets voilà, par rapport à ton activité. Et last, mais certainement pas notre liste, nous avons François Firmin qui est aussi un entrepreneur en EdTech, cofondateur de Nomade Éducation en 2011. Et Nomade propose des applications gratuites de révision scolaire et universitaire qui touchent plusieurs millions de jeunes francophones à travers le monde, en se basant initialement sur des programmes français. L'application Nomad School permet depuis, je crois que c'est depuis 2020, mais peut-être que vous me confirmerez, vous me corrigerez François, de réviser les programmes québécois maintenant, du 3e, 4e et 5e niveau du secondaire, puisque vous êtes en train de développer Nomade Éducation au Québec. Vous êtes à Montréal depuis 2019 et vous êtes un serial entrepreneur parce que vous avez déjà créé Studirama, le salon organisateur de salons pour l'enseignement supérieur en France dès 1990. Voilà. Et donc, je vais vous laisser parler, mais ça me rappelle pas tout ça, mais bon. Vous pourrez, à mon avis, très naturellement faire la suite avec ce que disait Valentin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, parlez-nous de Nomad School, comment cette application se positionne par rapport à l'enseignement à l'école, peut-être, et puis aussi, comment avez-vous développé des contenus adaptés à un téléphone, puisque c'est par le téléphone que passe Nomad School. Oui, alors juste pour précision, effectivement, dans le projet au Québec, il est beaucoup plus récent que ça parce qu'il est sorti au printemps de l'année dernière, donc il est en 2021. cours de déploiement. Mais pour rebondir sur ce que disait Valentin, on utilise beaucoup la comparaison avec Fortnite, enfin la compétition avec Fortnite, parce qu'effectivement, on utilise le même moyen, le même terminal qu'est le smartphone du jeune. Nomade Éducation, dès le début, on s'est entièrement tourné vers l'utilisateur en fait. C'est-à-dire que, alors au Québec, la démarche est un petit peu différente dans le déploiement de l'application, mais le succès de Nomade Éducation depuis, dans sa forme actuelle qui a un peu plus de 5 ans, on a un historique d'utilisation de pas loin de 5 millions d'utilisateurs en France et en Afrique. On a choisi uniquement de faire une application, pas du tout de web. Ça peut être en train d'évoluer, notamment pour l'Afrique, mais en tous les cas, l'application elle est uniquement développée pour les plateformes Play Store et Apple Store, avec justement une caractéristique qui est très importante. Je ne connaissais pas le fait que 50% du territoire canadien était mal couvert par le Internet, mais c'est encore plus criant en Afrique. L'application, une fois qu'elle est téléchargée sur le smartphone du jeune, le téléphone intelligent, parce que je vais parler à la québécoise, sur le téléphone intelligent de l'utilisateur, elle n'a plus besoin de connexion pour fonctionner en fait. Tout est embarqué, tout le contenu est embarqué. Et c'est là-dessus qu'on mise justement pour pouvoir toucher des jeunes qui n'ont pas forcément, mais même sans parler d'avoir un accès à Internet stable à la maison, on est dans la mobilité, donc quand ils sont dans la rue ou quand ils vont au lycée, ils n'ont pas forcément envie d'activer leur 4G ou leur 5G pour pas trop consommer, etc. Et là, ça leur permet, dans
toute situation, de pouvoir réviser, parce que tout le concept est basé aussi sur les programmes scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on ne débarque pas au Canada avec les contenus français. Ça a pris un petit peu de temps. Donc, on a monté un partenariat avec le Centre de service scolaire des Appalaches, justement, pour monter un projet pilote sur les 3 dernières années du secondaire. Et donc, en fait, vous rendez ludique. Enfin, moi, ce que j'ai vu de l'application, c'est que, en effet, la prise en main est assez. Voilà, le but est vraiment d'utiliser un peu les codes qui sont utilisés par les jeunes, sachant qu'on a notre contrainte de vraiment suivre le programme scolaire matière par matière, chapitre par chapitre. Donc, la gamification est limite pour nous. En revanche, je vous l'avais déjà expliqué, Caroline, il y a quelques jours, en fait, on a vraiment pris comme modèle pour toute la démarche, la motivation du jeune dans l'application, des applications de coaching sportif, en fait, je pense, les gens qui ont conçu ces applications ont beaucoup d'expérience pour pouvoir motiver, retenir les gens dans l'application, les faire revenir, etc. Et effectivement, on est un petit peu dans des mécanismes de coaching. Alors, on a un type de contenu qui est très basé sur les quiz avec réponses expliquées, ce qui permet d'avoir des tableaux de bord de résultats, de temps passé, etc., immédiat, en fait, un retour pour le jeune, et de pouvoir le motiver. C'est une application via les systèmes de push de notification. S'il s'est inscrit pour faire 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, etc., de pouvoir lui rappeler s'il est en retard, s'il est en avance, etc. Encore une fois, ce qu'on dit souvent, effectivement, pour reprendre la comparaison avec Fortnite, s'il peut passer 15 minutes ou 30 minutes de moins sur Fortnite par jour et de manière assez ludique, pouvoir quand même améliorer ses compétences et ses connaissances sur les programmes d'histoire, sur la culture scientifique, etc., en fait, on est là pour se positionner vraiment en complément, parce que par rapport aux outils dont parlait Alexandre ou Élise, etc., on n'est pas du tout dans la classe virtuelle, on n'est pas dans des outils, c'est vraiment pas un outil qui est fait pour être... ça peut être utilisé en classe, enfin, c'est pas un outil de classe virtuelle, c'est vraiment pas un outil technologique, c'est vraiment déjà du contenu qui reprend les programmes scolaires avec effectivement pour également rebondir sur ce que disait Valentin, des quiz expliqués, des fiches de cours qui sont calibrées pour tenir sur 1 ou 2 écrans de smartphone pour que ça soit, c'est pas des PDF, on n'est pas allé prendre des bouquins et scanner des chapitres entrés en PDF où il faut que on est vraiment à utiliser, enfin, on essaie d'utiliser le maximum les caractéristiques et les codes qui font que ça plaît aux jeunes d'utiliser son smartphone, en fait. Et voilà, donc, on a commencé avec ça quelques lettres. Pardon. On a fait un petit bruit de fond. François, je ne sais pas si c'était lié au micro ou pas. Pardon. Donc, juste pour terminer, juste que effectivement, que le jeune il soit à Paris, à Marseille, à Dakar, à Casablanca ou à Montréal, en fait, entre 13 et 17 ans, ils ont tous la même façon et les mêmes envies pour utiliser leur smartphone, en fait. Est-ce que, et merci beaucoup, est-ce que, Élise, en tant que parent, ça vous parle, ce genre d'application ou pas? Absolument, oui. Effectivement, la dynamique de passer 30 minutes de moins par jour sur Fortnite et le réinvestir ce même 30 minutes sur autre chose, c'est mon combat, comme celui de bien des parents. Et effectivement, je trouve que la stratégie d'essayer d'emprunter à des apps très populaires comme le conditionnement physique ou, qu'est-ce qui a été mentionné d'autre, Fortnite par exemple, ça facilite la transition parce que c'est un peu les mêmes mécanismes pour accrocher le jeune qui est là. Puis on sait que ça fonctionne sur tout le monde aussi. Et puis, il y a cette facilité à rentrer dans l'application. Donc, certainement, c'est intéressant. Un élément qui est revenu dans plusieurs des interventions aussi, c'est
la dimension du contenu, fragmenter davantage. Ça me paraît quelque chose de très important, notamment du point de vue de l'utilisateur. François en a très bien parlé, mais même quand on est créateur de contenu, pour ce qui est de la mise à jour, parce que c'est bien beau de créer énormément de contenu, mais après, il faut l'entretenir. Et justement, lorsqu'on s'est très segmenté, c'est beaucoup moins impressionnant, en fait, pour mettre ça à jour. C'est juste un petit morceau à la fois. Ça décompose la tâche aussi. Là, je parle peut-être plutôt en tant que professeur, désolée. En fait, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup appris de l'atelier de la dernière fois et j'ai essayé de mettre en œuvre des meilleures pratiques. Et certainement, ça a un impact sur l'utilisateur parce qu'on le voit tout de suite. Un contenu qui est à jour plutôt qu'une vieille page PDF scannée d'un manuel de 1992. Et effectivement, ça rend le contenu beaucoup plus pertinent et ça rejoint ce que disait Valentin. Oui, la façon dont le message est délivré est importante, mais le contenu aussi, je veux dire, même des jeunes enfants, on ne va pas les berner facilement sur ce genre de choses. La pertinence du contenu, elle reste toujours là. Et justement, les technologies nous offrent un moyen c'est ça, plutôt que les vieux manuels où c'était toute une affaire quand il fallait changer d'édition. Là, on peut changer une page à la fois, on peut changer un exemple à la fois. C'est fabuleux. Oui, c'est vraiment un modèle complètement différent. Est-ce que, Alexandre, vous avez une réaction par rapport à ce genre d'application? Parce que je ne sais pas si tout ce qui est éthique ou philosophie serait compris dedans. Je ne suis pas sûre que ça puisse s'enseigner. Je vois qu'il y a de la philo, mais en fait, c'est drôle parce que je ne la connaissais pas, l'application. J'ai vu un article ce matin là, que c'était très utilisé en France. Donc, j'ai de la misère à me prononcer. Là. Je ne l'ai pas encore exploré, malheureusement, mais c'est clair que c'est ça que je fais dès qu'on quitte le panneau. J'ai travaillé avec un de tes collègues du récit des Appalaches, justement, et qui travaillait aussi au centre de service scolaire des Appalaches. On a monté une équipe de profs, essentiellement de centre de service scolaire, justement, pour bâtir les contenus, etc. Et vraiment coller, effectivement... Encore une fois, alors nous, on travaille essentiellement, quasiment exclusivement sur la francophonie, donc c'est la France, beaucoup l'Afrique avec des enjeux sociaux très importants, et puis évidemment le Canada, mais donc effectivement, le but, c'est pas d'aller coller le programme français, même si c'est des mathématiques ou de la physique, etc., parce que juste un exemple, avec les profs de maths, on s'est rendu compte qu'il y a des termes qui sont utilisés en France qui ne sont pas utilisés, alors qu'on aurait pu se dire au début, la fonction affine, c'est la même des deux côtés de l'Atlantique, mais des fois, ça, ne serait-ce que des terminologies qui changent, etc. Donc, on a vraiment tout repris. Et donc, voilà, c'est un projet pilote qui est déployé depuis la rentrée. Donc, voilà, ça va à son rythme avec tous les enseignants et les conseillers pédagogiques dans les différents centres de services scolaires qui sont quand même un peu débordés. Donc, on y va à piano, mais... Oui, c'est ça, c'est fascinant qu'il y ait une version... Voilà, parce que la différence, simplement, notre outil en France, il est sur le store et c'est le jeune qui l'utilise directement avec un modèle économique très particulier qui n'est pas possible ici. Donc, on a décidé de faire un projet. Le principe, c'est que l'utilisateur ne paye pas. Donc là, pour l'instant, tout est gratuit et ça passe par les écoles, les centres de services scolaires qui peuvent le déployer par eux-mêmes directement auprès de leurs élèves. Voilà, J'ai une question par rapport à ça. Oui. Je suis encore étudiant à l'université, donc j'ai vu les pratiques changer où j'ai presque plus aucun prof qui m'a fait acheter un bouquin, disons un recueil de textes depuis très longtemps parce que, c'est relativement une arnaque, on va se le dire. On paye déjà à l'université pour accéder aux banques de données que le professeur prend, réimprime et nous redonne. Donc, à peu près tous les professeurs, ce qu'ils ont fait avec le temps, c'est qu'ils se sont dit, voici la collection des textes que j'ai besoin. C'est beaucoup plus facile à mettre à jour le texte, poser la question aux étudiants, etc. Maintenant, il y a encore la bonne vieille tradition d'acheter des livres qui changent en termes de tomes à chaque année pour quelques pages à l'intérieur qui changent. Est-ce que c'est encore une situation qu'on voit en classe où le professeur arrive et dit, bon, vu qu'on n'a pas de présentiel, voici la version électronique du livre qui est essentiellement
EPUB, pas un EPUB naturellement, mais une sorte de PDF hyper sécurisé, accessible seulement sur 3 lecteurs. Est-ce que c'est la situation et à quoi ressemble le visage de l'étudiant qui se dit pourquoi je me taperais un PDF de 200 pages alors que tout ce que j'apprends est en ligne d'une manière interactive, etc. Est-ce que je me trompe ou c'est encore la réalité euh, qu'on voit? Tu poses la question à qui, Valentin? À tout le monde qui ont eu à donner, à prendre un document, un bon vieux bouquin physique et donner l'équivalent en ligne, spécifiquement pour les manuels de classe, les fameux voici comment enseigner les mathématiques sixième sur 200 pages. Ça ressemble à quoi cette transition numérique-là de votre côté? Peut-être Alexandre, non? Ben, en classe, c'est sûr que le manuel est encore extrêmement présent, là. Au Québec, c'est des maisons d'édition qui produisent des matériels pour les différentes disciplines. Mais depuis plusieurs années maintenant, il y a un code de connexion où ils peuvent afficher l'équivalent des activités. Il y a un petit peu d'interactivité. Il y a une version numérique, là, une espèce de hybride, là. Mais on est à des années-lumière, exemple, de ce que François propose. Ouais, non, ben là, c'est ça. À voir, mais... Je connais encore mal un peu comment ça se passe ici au Canada. En France, il y a de toute façon, il y a deux gros groupes d'édition qui font tout ce qu'ils peuvent pour freiner des cas de pied l'implantation du numérique dans les écoles. Hachette et Editis. Donc, il y en a un qui a Nathan, il y a l'autre qui a Atier. Enfin, c'est les deux. Il y a de tels enjeux pour toujours placer les manuels scolaires à des centaines de milliers d'exemplaires, etc. En plus, comme c'est les régions qui financent. Oui, on s'entend qu'il n'y a pas de logique à chaque année, à travers toutes les matières, on fasse une nouvelle édition scolaire. C'est presque, je pense, des enjeux de survie pour eux, parce que effectivement, le jour où ça passera au tout numérique, ça risque d'être dramatique pour eux. Donc, de toute façon, il y a en tous les cas, hein, je parle pour une zone que je connais bien, il y a vraiment de toute façon un antagonisme économique entre des enjeux économiques et tout l'intérêt que pourrait avoir le numérique en termes de facilité, de mise à jour, etc., puis d'accessibilité. Hein, mais du coup, François, vous n'avez jamais été abordé par des éditeurs qui vous ont dit, parce que j'ai vu que vous alliez travailler en France avec le CNED. Le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance, pour les aider à transformer en application une partie de leurs cours en ligne, leurs cours à distance. Voilà, alors, le CNED nous a choisi pour faire, enfin, ils vont prendre l'application de Nomade d'éducation en marque blanche, en fait, hein, mais avec notre contenu dedans. Ah oui. Oui. Pour déployer ça sur dès cet été sur les classes de lycée. Donc voilà, après les éditeurs, on est constamment sollicité par des éditeurs qui veulent faire des choses avec nous, c'est-à-dire nous fournir leur contenu à mettre dans notre application. Après, nous, c'est quelque chose, on est autant éditeur que tech. Hein. Pour moi, c'est quelque chose l'intelligence artificielle, si elle n'a pas le contenu à travailler, ou ça ne sert à rien, etc. Donc, avant de faire de la technologie, on a fait beaucoup de contenu. Moi, de toute façon, j'étais éditeur classique avant d'être nomade éducation. Donc voilà, effectivement, on sent bien que ces gens-là, ils ont un modèle économique. Je parle comme un chef d'entreprise, pardon, mais ils ont un modèle économique qui les fait tourner depuis la nuit des temps, on va dire. Et effectivement, ils font des essais sur des applications payantes, etc. Mais ça ne marche pas. C'est pas du tout le marché. Alors, sachant que le marché du scolaire et du parascolaire en France est très, très florissant encore. Donc, c'est un truc que j'ai appris. Quand on ne sait pas quelque chose, il faut aller voir le département comptable. Tout s'explique à la fin par le département comptable. Oui, absolument. C'est des intérêts économiques puissants. Mais nous, on a un exemple parce qu'il y a eu des révisions du cours d'histoire nationale Québec-Canada au Québec.
Puis ils ont imprimé des manuels, puis ils ont voulu faire une correction, fait qu'ils ont tous repris les manuels, ils ont réimprimé, ça a coûté des millions, puis bon, sans compter l'impact environnemental de production de milliers de bouquins comme ça. Fait qu'il y a quand même une ouverture là, avec la réécriture des cours qui commencent, d'approcher de nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles, d'avoir plus d'agilité. Ils comprennent la nécessité, puis ils voient le clash là, entre un peu le côté un peu ridicule là, de réimprimer autant de manuels là, aussi différents. Puis, on dirait que j'ai l'impression que ça a comme frappé un coup de marteau supplémentaire là, dans l'idée de OK, ouais, passons au numérique. Puis, parce que je veux pas, le récit est là aussi, puis de plus en plus populaire, puis nos activités se font, puis les profs nous connaissent de plus en plus. Fait que, tu sais, d'avoir des activités libres de droit comme ça qui sont utilisées dans les classes, mais c'est sûr qu'il bon, il y a beaucoup de gros joueurs là, qui voient pas ça nécessairement d'un bon œil. Ouais. Je pense que quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a aussi un enjeu de crédibilité encore important du contenu du livre par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est toujours le même débat, par exemple, sur la fiabilité des informations que tous les jeunes vont chercher sur Wikipédia, etc. Et voilà, donc c'est... Et ça, ouais. Ça, c'est notre grosse bataille. Et là, d'un autre côté, nous, en tant que parents, on se bat aussi pour que nos enfants lisent des livres, des vrais livres, sans être à lire constamment sur un ordinateur ou sur un écran. Un téléphone portable. C'est quand même c'est toute une tradition. Là, je parle du côté littérature, pas du côté scolaire, mais en tous les cas, c'est... Il faudrait peut-être garder le livre, mais comme un objet un peu sacré, un peu spécial, un peu exceptionnel, et pas forcément un objet de travail au quotidien, quoi. Presque. Je pense qu'il y a deux trucs. En sacralisant les objets, on l'a fait avec la musique, le CD, on l'a fait avec à peu près tous les objets là, par le passé. Faut pas remonter très loin. J'avais lu il y a pas si longtemps un article où on voyait les enseignants, la nouvelle génération se plaint du fait que les étudiants utilisaient des tablettes, une ardoise physique, le tableau avec la craie. Parce qu'on disait, en utilisant ça, on n'apprend pas la vraie douleur que d'écrire sur le papier. Et si on fait une erreur, on ne peut pas effacer. Il y a eu la même haine contre les crayons à la mine, parce que c'était... Moi, de la manière que je le vois beaucoup sur le terrain, c'est en termes d'accessibilité. D'aimer l'objet physique du livre, par exemple, ou le manuel, d'avoir des images accessibles devant toi, ça va si physiquement si en termes d'argent, financièrement, etc., ton école, tes parents peuvent se le permettre, des manuels à $100, etc., etc. Mais ce qu'on voit, c'est que l'accessibilité de ces outils-là, elle est vraiment pas présente partout. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'écoles. Un exemple très simple. Greybox, on met du contenu, on a un projet où on met du contenu pédagogique, donc l'entièreté de toute la discussion de qu'est-ce qui est libre de droit, etc., nous concerne directement, mais on met du contenu, par exemple, je peux télécharger l'entièreté de Wikipédia en français, ça me coûte à peu près $5 stocker ça, je le mets sur un appareil et je peux le rendre disponible n'importe où dans le monde, même s'il n'y a pas d'Internet, exemple un village au Maroc. Maintenant, la première question qui vient tout de suite, c'est « Ah, mais qu'est-ce qui arrive si je dois mettre à jour ce contenu-là? » Et j'adore donner un exemple très simple, c'est quand j'étais, exemple, en Afrique de l'Ouest, j'ai souvent vu dans les classes la carte du monde, et quand on regarde de plus proche, c'est encore l'Union soviétique. J'aimerais beaucoup penser que l'Union soviétique existe encore, dans mon cœur de jeune slave qui vient de l'Union, mais c'est pas le cas. On parle des années 90. Si le contenu des années 90 est encore là, on n'a pas un enjeu d'avoir le dernier contenu de hier. Maintenant, il y a des contextes, exemple comme quand on retravaille l'histoire pour le rendre plus juste, etc. Mais on est toujours dans des logiques de faire des mises à jour très, très ponctuelles à certains endroits. La manière que moi je le perçois, c'est comme si on a le même débat de dire est-ce qu'on devrait revenir aux médias imprimés, de la publicité imprimée, tout faire de base, alors que pourtant, avec le numérique, on peut finalement savoir qui consomme quoi. Maintenant, on se plaint souvent c'est plus facile de nous transformer en consommateur, mais si moi je fais un livre et que finalement je peux savoir qui lit quelle partie de mon livre, combien de temps les jeunes ont passé sur quelle partie de mon livre, parce que je sais, parce qu'ils interagissent avec les différentes sections, etc., je sais quoi écrire. C'est une stratégie, par exemple, que Khan Academy a utilisée. Ils ont fait l'entièreté de leur curriculum mathématique, mais ensuite, ils n'ont pas eu besoin de vendre une nouvelle édition.
Ils savaient exactement quelle partie rendait les gens extrêmement confus. Et ils ont pu les réenregistrer jusqu'à ce qu'ils trouvent une bonne manière de le faire. Mais Et ça, une fois qu'on a goûté à ça, c'est très difficile, à mon avis, de revenir en arrière et de seulement faire des mises à jour une fois par année de manière très, très, très incrémentale et pas connaître l'impact. Mais du coup, Valentin, le contenu de Greybox, il colle pas particulièrement à un programme scolaire québécois, on est bien d'accord. C'est du contenu éducatif, libre de droit, qui peut venir de, par exemple… On est très flexible là-dessus, en fait, parce que un des enjeux on a travaillé sur une plateforme, surtout quand on s'en va dans des régions reculées, c'est que nous, on se met en partenariat avec une organisation ou un programme et eux peuvent mettre le contenu dessus. D'accord. Ah, oui. Souvent, là où on est très préoccupé, c'est en termes de qu'est-ce qui existe comme contenu pédagogique libre de droit, mais si une organisation possède déjà des licences d'utilisation pour certains types de contenus, c'est là où je reparlais tout à l'heure, exemple, de dire, ben moi j'ai un livre, mais si c'est derrière des PDF avec des droits d'auteur avec des DRM qui rendent ça très difficile d'ouvrir sur une autre plateforme, on n'a pas exactement on possède pas vraiment ce document-là, on possède une licence. Maintenant, en passant, le contenu québécois est très, très, très populaire, par exemple, en Europe, en Afrique de l'Ouest. À bien des égards, la manière pédagogique qu'on utilise ici d'expliquer les concepts est très appréciée. Pour un endroit qui possède les deux influences, ils peuvent accéder au contenu de France ou d'influence française versus celui du Québec. On code très bien à ce niveau-là. On a trouvé une méthode qui fonctionne très bien. D'accord. Est-ce que ça vous fait réagir, François, non, ce que dit Valentin ou pas? Parce que… Oui, oui, tout à fait. Mais alors, juste pour. On développe un modèle adaptif, justement, pour encore plus préciser la finesse de ce qu'on peut faire. On a calculé il y a un peu plus d'un an qu'on avait à peu près 20 000 réponses en moyenne sur une question dans notre application. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui répondent en moyenne à chaque question qu'on a dans l'application. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé depuis donc 2 ans sur développer un outil de machine learning, etc. Tout ça pour dire qu'effectivement, on peut aller de plus en plus dans la finesse. On sait exactement les questions ou les sujets qui sont les plus demandés, utilisés par les utilisateurs. Donc, on peut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et justement, on peut aussi, effectivement, par rapport à tout ce que permet la technologie là-dedans, on a, par exemple, je parlais du contenu qui vient quand même toujours avant de développer un algorithme, on a fait travailler toutes nos équipes d'auteurs pour construire des arbres des connaissances sur des notions essentielles. C'est-à-dire, je prends la notion de triangle qui peut être utilisée, qui peut être étudiée sur 3 ans dans le cursus scolaire. L'application, elle commence à poser des questions dans le niveau secondaire 3, par exemple. Si elle détecte qu'il n'a rien compris sur la notion du théorème de Pythagore qui a été étudié l'année précédente, l'algorithme va pouvoir aller lui rechercher des questions et lui conseiller de regarder des cours de l'année précédente, etc. Donc, on est vraiment dans une évolution technologique qui permet justement de manière automatique, hein, alors ça ne remplacera jamais le contact avec un prof, sauf que là, ça permet vraiment de traiter des dizaines et des centaines de milliers de cas en même temps, au moins pour aller essayer de récupérer des jeunes qui pourraient être en rupture, notamment, que ce soit ici ou que ce soit en France, le nombre de jeunes qui n'ont pas éteigné leur caméra pour suivre le cours, mais qui n'étaient pas là du tout pour le cours, etc. C'est aussi un moyen d'essayer d'aller raccrocher des gens qui sont en décrochage scolaire parce qu'ils ils estiment qu'ils n'y comprennent plus rien, qu'on ne s'occupe pas d'eux
Oui. Voilà, ou alors tout simplement que l'interface derrière une caméra n'est pas assez quelque part stimulant pour eux. C'est-à-dire qu'autant en classe, ils peuvent interagir humainement avec d'autres, autant derrière une caméra, c'est plus du tout le même genre d'interaction peut-être. Et que quand on est habitué aux sollicitations constantes de Fortnite, rester assis comme ça devant un écran à écouter beaucoup quand même, à interagir un peu, mais écouter beaucoup pendant 3/4 d'heure, ça peut sembler impossible pour un jeune de 12 ou je 13 pense ans. que c'est clair, mais d'autant que même pour les vidéos, je veux dire, les vidéos qu'ils regardent sur YouTube, c'est des trucs qui sont entre 2 et 3 minutes. C'est Après, ça, c'est ça. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, je voulais amener peut-être la nuance que même si le prof parle tout le cours, dans la classe, les élèves vont s'emmerder aussi. Là. Il y en a plein des élèves qui Ouais. sont pas plus. C'est pas le fait d'être nécessairement à distance, c'est juste que là, effectivement, si tu veux t'emmerdes trop, tu peux jouer à Fortnite. Là. Mais ça me fait penser justement au test qu'on faisait parce qu'avec mes collègues, on faisait de l'école à distance. Puis là, on voulait tester des trucs. Puis on a essayé de dire, on enseignait à 2 profs là, pour tester. Puis on éteint nos caméras. Tu sais, le prof, on ne se présente pas, on se présente sans caméra, dans le fond, au cours, sans en parler aux élèves, voir combien de temps ça va prendre avant qu'ils adressent la question puis qu'ils nous fassent remarquer. Puis finalement, tu sais, c'est ça, des collègues ils disaient, ah, ça va prendre 1 seconde, 3 minutes, nan. De tout le cours, ils ne l'ont jamais dit. Puis nous, on n'a jamais demandé qu'ils ouvrent leur caméra, tu sais. Ah oui. Puis c'est de loin le cours où on avait la plus grande. Moi, ça m'a vraiment comme déstabilisé parce qu'il y avait full interaction. Il était vraiment dedans, parce qu'on posait des questions. Évidemment, c'est ça. Si tu pars ton PowerPoint et tu commences à raconter tes affaires, c'est clair qu'ils vont aller faire d'autres choses. Puis pourquoi je serais là et il s'arrange tout seul, le prof. Là, mais s'il y a un échange qui est là, il faut être attentif avec l'élève, une réflexion. Puis il y a plein d'élèves qui prenaient jamais la parole parce que justement, de se mettre sur la façade avec la caméra ou des choses comme ça, que là, juste à l'audio, finalement, c'est comme une conversation quasiment téléphonique. Puis c'est fou ce qu'on a réussi à faire comme apprentissage. Moi, ça m'a vraiment floué de dire, hey, on est allé tellement loin. Puis après ça, on a vu aussi d'autres trucs popper sur le fait que en classe, tu regardes souvent en direction de l'enseignante, l'enseignant. Tu te laisses un peu distraire des fois par les gens autour, mais dans un team, quand tu vois tous les élèves chez eux, il y a ceux qui ont un déficit d'attention, là, ils ont plus le goût de checker ce qui se passe chez eux autres, puis, ou sont gênés qu'on les voit comme ça. Fait que, moi, je suis vraiment pas comme ça prend la caméra. Là, souvent, la caméra, c'est plus pour le prof de savoir mes jokes, est-ce qu'ils pognent, est-ce qu'ils ont l'air de comprendre tous les trucs dans le non-verbal, de savoir, OK, je vais trop vite. Voilà. C'est ça qui manque, là, c'est sans la caméra, là, qui est vraiment plus intéressant là, en présentiel. Et c'est pour ça que j'imagine, c'est pour ça que pour revenir à ce que je sentais en termes de pédagogie, c'est que pour, comme tu dis, avoir un cours aussi interactif que ça, où on n'a à la limite pas besoin de se voir entre prof et élève, et où le prof voit tout simplement, si par exemple, s'il met un Kahoot ou autre chose en ligne, s'il voit que les élèves interagissent, ça demande vraiment de repenser de façon fondamentale sa façon d'enseigner quand même, non? Enfin, oui, mais ça fait quand même une couple d'années que les profs ils ont entamé. Je vais parler pour le Québec. C'est peut-être une impression. On dirait que quand je suis en Europe, ça a l'air plus traditionnel un peu. Oui, oui. Plus, ça ressemblait à quand nous, on était à l'école. Tandis que, au Québec, il y en a, ça se fait encore, là, des classes vraiment rétro, mais il y a beaucoup de contamination puis de capillarité dans les écoles, puis de voir que ça fonctionne, puis des choses qui s'échangent, des projets, puis des trucs. Fait que, de l'interactivité, c'est pas tous les profs, c'est pas tous les cours, mais c'est quand même assez présent. D'accord. Puis, ils l'ont vu aussi avec l'échec peut-être du printemps 2020, pas l'échec, mais les constats de 2020, que si tu essaies de faire un cours là, frontal pendant 45 minutes, 1 heure là, en ligne, là, ça ne lèvera pas, ça ne fonctionnera pas. Là. Fait que justement, les petits trucs, la classe inversée, cette petite capsule-là, écoutez-la, puis après ça, on va en discuter ensemble quand on va être on n'a pas besoin de l'écouter tout en même temps. Là, ça permet des nouvelles façons de faire. Fait que plus ils testent, plus ils évoluent là-dedans. Et est-ce que, Élise, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça dans ton expérience? Est-ce que les cours ont été interactifs
pour tes enfants, notamment? J'aurais pu partager beaucoup de commentaires en fait pour appuyer ce qu'ont dit les autres intervenants pendant toute la discussion, mais je préférais laisser la parole aux experts. Et effectivement, je peux qu'abonder dans ce sens-là. Peut-être que le seul apport que je peux faire vraiment réel à la discussion, c'était quand on parlait des manuels et des murs financiers derrière lesquels ceux-là sont derrière. Et là, je peux apporter mon expérience universitaire parce qu'il y a vraiment un mouvement de dégoût de la part des profs envers cela. Parce que c'est vrai que les manuels ont toujours coûté très cher et c'est un obstacle. Nous, on le voit, les étudiants viennent nous demander est-ce que vous avez une vieille édition qu'on pourrait emprunter, puis on essaye de le faire. Et là, maintenant, c'est encore pire parce que les étudiants ont accès aux modules en ligne, mais juste pour la durée du cours. Et ils le perdent ensuite et ça coûte encore plus cher. Donc, il n'y a même pas d'économie par rapport à ça. Donc, en fait, le mouvement qui se passe pour nous, on a un luxe que les enseignants de secondaire et de primaire n'ont pas, c'est qu'on a quand même du temps pour développer ça. Donc, on développe nos propres manuels en ligne qui sont gratuits. Donc, oui, pour répondre à Valentin, il n'y a plus de course pack, enfin, du moins, on s'en éloigne le plus vite possible. Moi, je suis en train de créer un manuel sur eCampus Ontario où on peut intégrer des questions. Pareil, les étudiants, donc c'est un format mixte. C'est la formule inversée dont parlait Alexandre. Les étudiants lisent le cours et la conversation en ligne, c'est uniquement pour discuter, faire la résolution de problèmes, etc. Et là, c'est vrai aussi qu'il y ait caméra ou pas, les étudiants n'arrêtent pas de parler. Ça fonctionne super bien. Et il n'y a pas ce problème des étudiants qui perdent l'accès ou qui doivent payer. Les cours ne deviennent pas gratuits, mais les matériaux sont gratuits. Et ça aussi, donc, pour parler de l'exemple que donnait Valentin de l'Union soviétique, qui est toujours sur certaines cartes, pour l'enseignement du français comme langue seconde, c'était toujours des manuels au Canada qui viennent des États-Unis, donc qui parlent du français aux États-Unis. Et c'est le combat de tous les enseignants de français au Canada de dire non, on veut du contenu canadien qui soit adapté à la réalité québécoise, etc. Donc, ça ne fonctionnait déjà pas au départ. Donc, la poussée a été très facile à vendre. Oui, on préfère faire nous-mêmes nos propres exercices adaptés à la réalité locale. Oui, donc, il y a de l'espoir. Ça va percoler, ça va venir. Bon. Oui, il y a des choses qui, exemple, les fameux breakout rooms. Si t'as une classe de 30, 35 étudiants et que tu veux animer des débats, c'est pas tous les professeurs qui sont extrêmement extravertis puis qui aiment ça, le bruit, là. Il y en a ils rentrent chez eux à la fin, ils sont complètement brûlés à cause du niveau d'énergie. De diviser ta classe en 4-5 personnes et soudainement voir des gens un peu calmes qui sont intimidés dans une logique présentielle où il y a une trentaine d'étudiants qui prennent beaucoup de temps et d'attention, de diviser ta classe en 4 groupes, par exemple, avec les breakout rooms, c'est pas quelque chose qui a un équivalent physique facile. Peut-être si t'es professeur, t'es chanceux parce que tu sais que la classe d'à côté, elle est vide. Moi, je le faisais des fois quand je coupais mes groupes en 2 ou en 3. Mais ça, c'est si les astres s'alignent et que j'ai une plage horaire qui me permet de faire ça. Je le sentais tout de suite quand je voyais que la classe s'occupait. J'étais comme, oh, ça va être bruyant. Et ça, c'est très facile de faire un breakout room dans Zoom ou dans Google Meet. Ça, c'est très cool. Oui, ça c'est vrai. Après, ça suppose que tu laisses en effet en autonomie dans chaque breakout room parce que tu ne peux pas être dans toutes les... Tu te promènes, tu surveilles. Tu te promènes, ben oui, pour vrai, ça dépend des élèves, là, j'imagine, mais tu sais, ça se passe vraiment bien. Là. Surtout s'ils ils ont une tâche, c'est explicite ce qu'ils ont à faire. C'est sûr, si tu les laisses aller, le cours, allez-y, ils vont jaser d'autres choses. Là, puis, mais tu sais, ils niaisent moins que même qu'en classe. Là, limite, souvent, on parlait de là, l'apprentissage par les pairs. L'étudiant qui est très, très à l'aise avec la matière, qu'il y a un peu trop d'énergie, des fois, tu le mets en charge du groupe, tu lui poses la question, tu lui donnes une sorte de rôle un peu symbolique. Il va le prendre très au sérieux parce qu'au niveau au niveau de développement ULIS, c'est important le rôle que tu lui donnes. Puis là, tu fais le tour, tu regardes comment ça se passe. Absolument. Je sais qu'on a avec nous Higino Montero qui est rattaché à une autre EdTech qui s'appelle Jeux & Co. Est-ce que Higino, tu as une remarque ou une question à poser? Est-ce que tu es encore là? Je te permets de parler. Si jamais tu as... Parce que je pense que donc Jeux & Co fait
un site qui s'appelle Jeux géographiques, qui est très, très fun à faire pour les jeunes, qui n'est pas forcément lié à... Enfin, je crois qu'il est plutôt lié au programme scolaire français, mais je voulais voir si tu avais une... Alors, oui, déjà, je suis toujours là, rassure-toi. Merci Super. beaucoup hein, pour toutes vos interventions. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un bon retour d'expérience qui est utile, je pense, pour tout le monde. Et d'autant plus quand on est aussi dans l'industrie EdTech, on va dire. C'est vrai qu'avec Jeux & Co, on développe pas mal de jeux éducatifs. Donc, nous, on a fait le pari de l'apprentissage à travers le jeu. Donc, pour les élèves de la maternelle, en effet, à fin secondaire. Donc, on a pas mal de plateformes. Caroline parlait de Jeux géographiques, qui est pour le coup une plateforme qui est ouverte à toutes et toutes. En fait, on peut s'amuser même en étant adulte. Et en effet, qui va proposer de se familiariser avec la géographie, de s'amuser en fait, voilà, autour de la géo et d'apprendre par la même occasion. Nous, on est au Québec depuis 6 mois maintenant, donc avec une volonté aussi de s'implanter et d'accompagner ces transformations numériques dans le champ de l'éducation. On a identifié pas mal de blocages hein, dont vous avez tous parlé. Je pense qu'en fait, on ne peut que confirmer tout ce qui a été dit, tout ce qui a été dit. Je pense que nous, peut-être que ma question irait justement plutôt autour de cette question du jeu, parce qu'on a beaucoup parlé de comment justement motiver les élèves. On parlait de Fortnite, donc, qui est un jeu du coup, et c'est sûr que faire compétition à Fortnite avec des contenus classiques, ça apparaît très difficile. Est-ce que vous avez justement peut-être expérimenté l'apprentissage par le jeu? Et si oui, est-ce que vous en avez des bons retours aussi? J'imagine que oui, Alexandre, oui. Ben Oui, oui, ben, l'apprentissage par le jeu, c'est pas mal mon dada. Là. Puis je suis à la tête du chantier de la ludisation là, au récit. On travaille sur ces trucs-là. Fait que ça lève au bout. Là. Il y a full prof qui embarque et qui ont le goût de se lancer. Justement, on dirait qu'avec la pandémie, l'engagement et la motivation, ça a toujours été important en éducation, mais là, plus que jamais. Euh, je vais partager dans le chat une présentation que j'ai donnée, dans le fond, là, Battre le boss, là, d'utiliser l'apprentissage, qui offre des pistes, dans le fond, s'inspire de la psychologie et du game design. Qu'est-ce qu'on peut faire en éducation, qu'on peut changer? Pas nécessairement toujours en utilisant des jeux vidéo ou des jeux éducatifs. Ça peut être le cas. Mais dans nos approches, nos perspectives, comment on peut aller chercher les mêmes choses qui stimulent dans le jeu vidéo? Qu'est-ce qu'on peut apprendre du jeu vidéo, de la motivation et de l'engagement pour le transférer en tant que pédagogue, nous, dans nos apprentissages, les transformations qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment un intérêt pour ça de plus en plus. Puis les profs aussi, ils le voient bien, là, que c'est un phénomène tellement présent, omniprésent, là, l'intérêt pour le jeu vidéo, pour le jeu. Fait que, puis aussi, les autres aussi ont le goût de s'amuser dans leur apprentissage. Tu sais, quand ils sont stimulés, puis ils ont le goût d'être là, puis ils ont le goût d'apprendre, puis d'aller plus loin, tout le monde est heureux. Là. Fait que, oui, c'est le fun à voir. Là. Il y a vraiment de plus en plus, en un an seulement, même, on dirait que ça n'arrête pas de grossir. Fait que là, nous, on veut, c'est ça justement, au chantier, on travaille avec différents conseillers pédagogiques pour essayer de rendre ça le plus simple possible, parce que souvent, c'est dur de s'y lancer ou par où on commence, par où on prend la bête. Il y en a ils le font depuis un bout, mais ceux qui veulent s'y mettre, là, qui voient le collègue faire, c'est ça, on est en train de travailler là-dessus. Là. On aimerait ça lancer ça en juin ou à la rentrée là, pour donner les outils pour que ce soit le plus facile là, pour les profs de faire cette transition-là pour ludiciser leur apprentissage, là, puis éventuellement montrer des exemples de ce qui se fait aussi. Oui, donc quand tu parles d'outils, en effet, tu rentres tout de suite dans un aspect légèrement technique. Tu parles vraiment d'utiliser un outil comme Geniali, par exemple, enfin, c'est ça? Non, nous autres, on n'est vraiment pas pro-outils. On ne va pas recommander telle ou telle application. On va montrer qu'est-ce qui existe, on les connaît et tout, mais nous, on est vraiment dans l'intention pédagogique. On est d'abord, on est des conseillers pédagogues numériques, mais d'abord la pédagogie, puis le numérique, ben, ça aide à atteindre nos intentions pédagogiques, mais c'est vraiment, on est plus dans cet axe-là. C'est rare qu'on va y aller par un outil en soi. Là.
D'accord. La chose à laquelle je pensais, pour revenir à Jeux Co, c'est que, Igino, je pensais qu'il y avait un enjeu. Il me semble qu'il y a quelque chose, si on parle un peu de tout ce qui est enjeu économique, un petit peu, si on prend un peu de recul par rapport à la pédagogie et de toutes les bonnes pratiques, il y a quand même une plateforme très présente en Amérique du Nord, c'est Google for Education, si je ne me trompe pas. Exactement. Et est-ce qu'il y a quelque part, est-ce que Google for Education n'est pas quand même un nouveau genre d'éditeur finalement qui commence à prendre une place en termes de choix d'outils numériques ou de contenu numérique par lequel il faut passer dans certains conseils. Je ne me rends pas compte, Alexandre, à quel point au Québec, ils sont présents ou pas, mais est-ce qu'on peut parler des enjeux un petit peu économiques derrière toute cette EdTech? Oui, alors sur Google, c'est vrai que de ce que je connais du programme Google for Education, c'est vrai que c'est un outil qui tend à être utilisé par beaucoup d'enseignants et beaucoup d'élèves, hein. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est 300 millions d'utilisateurs, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, et c'est sûr que pour des entreprises EdTech comme Jeux Co, on peut être attiré notamment par certains partenariats qui nous permettraient, nous, d'être intégrés. Bon, c'est notre cas, d'être intégrés directement dans l'écosystème Google Classroom. Donc, qui est un outil mis à disposition des professeurs et qui leur permet d'affecter des devoirs, d'affecter du contenu, etc., à leur classe. Donc, c'est vrai que nous, on a pu être attirés par ce programme, mais ce programme, pour être totalement transparent, n'a pas forcément de retombées économiques, parce que c'est un programme gratuit. On n'est pas financé non plus par Google pour faire partie de cette solution. On est vraiment, pour le coup, sur plutôt un choix de certaines solutions qui paraissent pertinentes pour alimenter et offrir un contenu aux élèves. Alors après, peut-être qu'il y a une logique économique derrière Google, et très certainement, mais là, ça dépasse clairement, je pense, on va dire, notre objectif à nous en tant qu'entreprise tech, par exemple. Mais en tant qu'entreprise, est-ce qu'il y aurait un modèle à la Google où à chaque fois que vous êtes utilisé, vous auriez une commission, quelque chose comme ça? Ou est-ce que ce n'est pas du tout ça qui se passe? Non, pas du tout. C'est vrai que les termes d'un alors peut-être qu'ils ont plusieurs formules de partenariat. C'est aussi très certainement le cas, mais je veux dire, sur nos formules avec intégration Google Classroom, etc., ce qu'ils offrent aux entreprises EdTech, c'est peut-être plus leur image, peut-être un peu de visibilité aussi, mais il n'y a pas Il n'y a pas de rétribution. Non, c'est peut-être, j'allais dire même peut-être un argument, quand on sait que c'est 300 millions de professeurs qui l'utilisent, c'est intéressant pour des entreprises à tech comme la nôtre de pouvoir être utilisées par ces professeurs-là. Il n'y a pas forcément de partenariat financier ou de logique économique derrière ça. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça, Alexandre? Oui, absolument. Le gros enjeu des EdTech, c'est comment se faire financer, là. C'est vraiment pas simple là, au Québec, là. Donc, on veut intégrer le numérique, mais ça. Puis, c'est par centre de services ici, scolaire, là. Parce que je ne vais pas passer trop de temps. Puis, il y a des budgets pour des abonnements, des choses comme ça, mais les enseignants ne sont pas toujours au courant de ces budgets-là, ou il n'y a pas nécessairement la promotion des directions, l'information ne se rend pas nécessairement. Donc, c'est difficile là, comme, de trouver le bon modèle économique pour pouvoir vivre puis faire connaître nos applications. Ici, c'est vraiment, il y a des écoles qui permettent l'utilisation de Classroom, il y a des centres de services scolaires que c'est correct, mais il y a vraiment beaucoup de Microsoft là, est très, très, très implanté dans le milieu scolaire. Là. Nous autres, ça passe vraiment par Teams beaucoup. Là. Et Microsoft ne fait pas l'équivalent? Il n'a pas sa plateforme d'application? Microsoft, oui, c'est à peu près équivalent à Google Classroom. Tu peux intégrer des applications directement à même Teams et assigner tes devoirs comme on parlait tout à l'heure. Puis j'imagine, je ne connais pas les détails, mais j'imagine aussi que c'est plutôt l'accès aux profs, aux élèves, puis à la marque Microsoft, à Teams. Je ne pense pas qu'ils paient à l'utilisation. Je pense que ça fasse partie des modèles non plus chez Microsoft. À ma connaissance, il n'y a pas de Google a carrément des outils dédiés. Eux, en fait, l'argument économique derrière Google, Google a entre autres une fondation qui, ça fait très longtemps, donne à beaucoup d'organisations. J'en connais certains qui ont bénéficié. Ils ont une culture de
au niveau qualitatif, etc. Au niveau éducation, c'est sûr qu'ils cherchent à percer le marché avec les Chromebooks, qui en même temps sont une solution très intéressante pour des écoles. Si tu es une école et tu n'as pas la capacité de gérer une équipe IT, etc., etc., je pense que aux États-Unis, à titre, c'est à peu près des abonnements de $20 par ordinateur par mois. Eux, ils s'occupent de la logistique technique, ils s'occupent de tout et te les remplacent aux 2 ans. C'est très intéressant comme argument pour une école. Et en même temps, ils se sont dit, ben, nous, on va créer un écosystème d'applications éducatives avec différents partenariats. Donc, peut-être de manière simple de l'expliquer, c'est imaginer comme votre navigateur web un ensemble d'extensions Chrome. Qui gagne de l'argent derrière cette extension Chrome, pas Google directement. C'est juste, ils disent, on va mettre en place des mécanismes qui vont pouvoir, où les utilisateurs vont pouvoir donner des notes, on va en promouvoir certains qu'on trouve très sympathiques de temps en temps, mais si tu veux rajouter le tien, tu peux. C'est pas exactement la même chose, j'utilise juste l'exemple des extensions Chrome parce que c'est quelque chose que tout le monde comprend, mais maintenant, imaginez, vous avez un ordinateur, un Chromebook, et l'ensemble de petits outils pédagogiques que vous avez, c'est comme une extension pédagogique à ça. Très anglais en passant comme contenu. Oui. Ah oui. À moins que je me trompe, il n'y a pas un gros nuage de contenu francophone. La localisation, c'est un gros enjeu en éducation. Élise, vous parliez tout à l'heure de créer du contenu local. Ça me fait presque penser à un enjeu qu'on a beaucoup en logiciel. En logiciel, par exemple, on essaie de se faire une surcouche de localisation. On ne parle pas de traduction en logiciel, on parle de localisation, parce qu'il ne s'agit pas juste de traduire de l'anglais vers le français, mais des fois, il y a un contexte à tenir en compte. Mais par contre, on ne fait pas 2 jeux différents, ou on ne fait pas 2 applications différentes. On a juste une couche qui permet de choisir la langue, et on permet carrément, dans certains jeux, ils vont carrément cacher certains éléments graphiques ou du texte qui pourraient offenser certaines communautés, par exemple. Il y a peut-être une idée d'aller pooler des ressources communes en disant, ben, dans certains contextes, exemple en mathématiques, on pourrait avoir du contenu qui est similaire, enseigné d'une manière similaire, mais avoir une certaine localisation au niveau des exemples qu'on utilise. Si moi, je fais un test mathématique et on me demande de payer ma facture SDF, il n'y a aucun Québécois qui sait c'est quoi un SDF. C'est un type de service typique à la France. Par contre, si on permet de faire de la localisation, on n'a pas besoin. Je voulais dire Pardon? EDF. Je pense que tu veux dire EDF. EDF, pardon. J'ai dit SDF. EDF, pardon. SDF, c'est aussi une particularité qu'on n'utilise pas ici. Il faut d'abord payer ta facture, sinon tu te retrouves... Bon, mais désolé pour les blagues très, très localisées. Non, Ce elle sentiment est pas mal, d'exclusion pour certains, c'est exactement pour ça qu'il faut localiser le contenu. Et par contre, des fois, on veut trop bien faire. Donc, on fait du contenu dédié uniquement à un et on perd cette capacité d'aller chercher des ressources communes. Et ça, c'est un enjeu qui demande beaucoup de collaboration entre les différentes parties. C'est-à-dire qu'on a une base de contenu commun et ensuite on a de la localisation de certains exemples. Si on réussit à le faire, on se sauve beaucoup de ressources. Sinon, on a une fragmentation exponentielle de tout le monde, recréer du contenu adapté à une source. La personnalisation, elle est le fun, mais en pratique, la personnalisation implique beaucoup de ressources. Si on manque de ressources dans le système éducatif, il faut se poser la question à quel point on peut personnaliser le contenu. Personne ne veut avoir ce débat-là parce qu'on préférait toujours avoir le contenu le plus personnalisé possible, mais ça a un coût hallucinant. Et la difficulté, c'est pas de faire du contenu personnalisé une fois. Par exemple, Élise, quand vous parliez de faire ce contenu-là, c'est est-ce qu'il va être encore à jour dans 5 ans et dans 10 ans? Est-ce qu'il va arriver des équipes qui ont travaillé dessus? Parce que la raison pourquoi vous avez commencé à personnaliser ce contenu-là, c'est parce que vous avez regardé le contenu qui existe et le contenu que vous avez vu n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Donc, vous avez décidé d'en faire un nouveau. Et ça, c'est un enjeu qu'on voit en logiciel aussi. C'est très commun comme problème. Il me semble qu'il y a vraiment un enjeu de faire travailler ensemble numérique et éducation. Si on veut une politique nationale québécoise, Alexandre, il y a vraiment un enjeu important, en effet, à ce niveau-là. Hein. Oui, absolument. Puis, c'est déjà le cas, tu sais, en ce moment, depuis toujours, les profs ont le même programme, mettons, au Québec, le même programme de formation. Puis ils recréent les mêmes. Tu sais, en parallèle, il y a des milliers de profs qui travaillent sur la même affaire. C'est ça qui est complètement fou. Là. Les gens commencent plus à partager là, depuis 3, 4, 5 ans. Là, mais tu sais, il y a tellement eu de
c'est des coûts là, humains, de temps, des coûts financiers, des gens qui travaillent tous à faire la même affaire, là, ou sensiblement, puis il y en a qui le font mieux que d'autres. Là. Donc, je vais vraiment dans le sens de Valentin aussi. Là. Effectivement, tu sais, si on pouvait créer, mais je pense que oui, là, avec la révision, les nouveaux cours, on s'en va vers ça, là, tu sais, créer, au lieu que vous refassiez tout le monde, vous passiez vos fins de semaine puis vos congés des fêtes à refaire du matériel, on va le faire de qualité, comme il faut, duquel vous pourrez partir puis apporter votre couleur, puis la personnaliser, puis l'arranger, puis laisser votre liberté professionnelle, pédagogique à tout ça, mais tu sais, pas arriver comme ça, puis tout devoir reconstruire comme les profs le font depuis toujours. Ben oui, si moi j'ai une nouvelle charge de cours, je dois recréer un cours au complet. Avec un peu de chance, je le fais. Si je suis pas chanceux, je burn out. Ouais. C'est pas beau, ça. Je voulais pas rire, mais c'est tellement, je veux dire, c'est de la il manque nervosité. tellement de profs en ce moment. C'est ça. Hein. Et j'aimerais bien entendre François Firmin aussi au sujet du modèle économique, puisque vous êtes en une EdTech et vous avez un peu fait allusion à un différent modèle économique au Québec. Juste, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations à ce sujet? Oui, alors, Nomade Éducation, au jour d'aujourd'hui, c'est 35 personnes. Il n'y a pas de secret. Tous nos chiffres sont publics. Et c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui doit faire un peu moins de 6 millions de dollars. Le modèle économique au jour d'aujourd'hui, il est essentiellement basé sur de la communication ciblée dans l'application, en fait. C'est-à-dire, pour faire simple, de la mise en relation entre un lycéen et son futur étudiant d'enseignement, son futur établissement d'enseignement supérieur. Voilà. Par exemple, on travaille, ne serait-ce qu'avec les utilisateurs français, on travaille avec une bonne trentaine d'établissements d'enseignement supérieur au Québec, mais aussi en Ontario et même à Winnipeg, avec l'Université Saint-Boniface, pour tous ces gens-là qui veulent faire venir des Français qui veulent venir au Canada. Étudier au Québec ou au Canada. Voilà, donc ça, c'est l'essentiel des revenus. Ce qu'on développe depuis un an, c'est aussi des abonnements freemium de services supplémentaires dans l'application. Au Québec, on a choisi une autre voie, c'est essentiellement, je parle du Québec parce que c'est quand même le gros marché francophone du Canada. Un, c'est un petit marché, et deux, il y a l'étape du cégep entre le lycée et l'université. Donc, le modèle économique du passage de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur, il est moins évident. Oui. Donc, on a choisi de proposer l'application via les centres de services scolaires et les écoles secondaires privées du Québec, en fait. D'accord. Donc, grosso modo, au jour d'aujourd'hui, l'application, elle est gratuite, évidemment pour l'utilisateur, mais pour les écoles qui veulent, les centres de services scolaires qui veulent la tester. Et après, il sera proposé un abonnement annuel aux écoles et centres de services scolaires qui seraient intéressés. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, d'ailleurs, peut-être pas. Il faudra s'adapter. Ouais. La particularité de la EdTech, mais comme dans beaucoup de secteurs, c'est qu'il faut tester des choses, et puis il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. En tous les cas, on a le temps on a le temps de voir, de tester, et si ça prend 1 an de plus ou 2 ans de plus, ça ne sera pas très, très important. Mais c'est très important pour moi. Alors déjà, moi, j'ai fait le choix de vie de quitter Paris et de venir m'établir ici. Et donc, c'est très, très important pour nous l'enjeu francophone du Canada, parce qu'à côté de ça, on a aussi du contenu sous forme d'une application distincte qui reprend tous les tests de niveau de français, comme le TFI, le TEF, etc. Mais on a un gros enjeu sociétal sur l'Afrique, en fait. Hein. Je crois que Nomade Éducation doit être dans les 10 entreprises francophones qui sont labellisées Coalition mondiale de l'éducation de l'UNESCO. On travaille beaucoup sur des programmes
via des fondations comme la Fondation Orange, qui est le gros opérateur téléphonique en France, et on équipe en contenu plus de 2000 écoles en Afrique au jour d'aujourd'hui, etc. Donc, on essaye de faire cohabiter un modèle économique évidemment rentable qui nous permet jusqu'à présent de nous développer sans faire appel à des levées de fonds, mais à l'ancienne. Moi, j'ai créé ma première entreprise dans les années 90 et j'ai fait des études de gestion. On m'a appris qu'il fallait faire du chiffre d'affaires, gagner de l'argent et puis s'endetter correctement pour financer son développement. Donc, quand je vois les levées de fonds qu'il y a même dans ce secteur-là maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas comment ils font pour valoriser leur boîte. On ne sait pas trop non plus, non, on ne sait pas trop. Mais voilà, en tous les cas, faire cohabiter un développement, moi j'ai 55 ans, de toute façon je suis plutôt largement dans la deuxième partie de ma vie professionnelle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de développer une boîte avec une mission claire et d'apporter vraiment une petite pierre à l'édifice en permettant à des jeunes qui n'ont pas forcément, pour des raisons économiques, pour des raisons techniques, un accès facile à des outils pour les aider dans leur apprentissage et dans leur éducation, de leur proposer un outil qui soit utile. Voilà. Et on voit bien quand même, quand on pense que le CNED en France a fait appel à vos compétences en matière de, si je puis dire, de façon un peu grossière, d'ergonomie, enfin de façon de transformer la façon d'enseigner par rapport au numérique, on voit bien comment un des modèles, quand on parle du besoin au Québec de créer du contenu pour les enseignants qui puissent ensuite adapter à leurs besoins, on voit bien comment les compétences que vous apportez peuvent être aussi intégrées à une approche comme celle-là. Et comment là, encore une fois, on s'est toujours centré sur l'utilisateur. En 2021, on a eu 150 000 avis sur les stores d'applications d'Apple, etc., avec 4,7 sur 5 de notre moyenne donnée par les utilisateurs. Donc, on sait que ça plaît aux utilisateurs. C'est compliqué en France, parce qu'en France, on aime beaucoup, l'éducation nationale en France aime beaucoup faire des outils très, très pensés, etc., très technologiques, qui au final sont utilisés par personne. C'est le directeur de cabinet de Blanquer qui nous l'a bien confirmé il y a quelque temps. Voilà, donc après, maintenant, effectivement, la période, la pandémie a fait que aussi ça fait quand même bouger les choses dans le mastodonte qui est l'éducation nationale en France, et que effectivement, des gens comme le CNED qui ont un historique, effectivement, enfin moi de mon temps, j'ai jamais utilisé, mais j'avais des copains qui ont passé le bac par correspondance et que c'était des envois de courrier, etc. Oui. Ces gens-là sont bien obligés de se réinventer aussi, et puis ils ont directement l'élève en face d'eux, donc il faut proposer quelque chose qui soit entre guillemets sexy face à aussi toute l'offre privée de formation à distance qui se développe aussi de manière très importante. Donc voilà, oui, effectivement, on a été choisi, c'était un processus de décision très très long, mais en tous les cas, c'est arrivé au bout et effectivement, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Parce que, on va finir. Merci beaucoup pour votre temps. Je regrette qu'on n'ait pas été plus nombreux, mais encore une fois, je mettrai en ligne tout ça. Vous en faites pas et ce sera disponible. Mais en tout cas, du coup, c'est très important, je pense, d'avoir en tête ces enjeux numériques en éducation, parce que s'il y a un enjeu dont on n'a pas parlé, c'est tout le côté garder en tête l'intérêt de l'enfant, tout ce qui est vie privée de l'enfant, parce que le danger que je vois avec un risque de outsourcing de l'éducation par des sociétés EdTech moins consciencieuses que Nomad Éducation. Il y a toujours un risque que tout ce qui est donné élèves sorte du giron du système éducatif et devienne un enjeu économique et exploité économiquement, alors que normalement l'école doit rester un espace et vous croyez que c'est quoi pour Google? C'est déjà le cas avec Google et Microsoft. Bien sûr, bien sûr. Et c'est encore plus pernicieux parce que c'est même ça
c'est même sans le savoir. Nous, on obéit à des règles. Alors, ici, au Canada, c'est très strict. Et en Europe, il y a la fameuse RGPD, RGPD, voilà, la le réglementation gros mot européenne générale de protection des données. des données. Nous, vu d'Europe, le Canada est un pays sécuritaire pour la protection des données. Les États-Unis, absolument pas. Et dans le cadre de nos contrôles de RGPD, on utilise les serveurs de Google ou d'Amazon, je ne sais plus, mais surtout pas des serveurs qui seraient situés aux États-Unis. On est obligé d'avoir des serveurs qui sont situés le plus près possible, en l'occurrence c'est en Belgique à l'heure actuelle. Voilà, donc effectivement, cet aspect-là est très important, surtout qu'on s'adresse avec des populations qui sont jeunes, voire mineures, Oui. forcément. Donc oui, c'est un enjeu très, très sensible. Et heureusement, en tous les cas, en Europe et aussi au Canada, c'est quand même très, très, très surveillé et très contrôlé. Donc, voilà. J'espère, espérons, moi, en tout cas, de ce que je vois plutôt au côté anglophone en Ontario, avec la présence de Google Éducation, justement, il me semble qu'il y a déjà pas mal de données des jeunes qui sont plus dans le giron, enfin, qui sont peut-être encore dans le giron public, mais qui sont en tout cas beaucoup dans le giron privé, et que, bah, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner à moyen terme, quoi. Ou si c'est très bon de laisser sortir toutes ces données personnelles de ces jeunes. Il y a plusieurs centres de services scolaires, quand je disais qu'il y avait priorisé Teams, c'était justement parce que c'était hébergé sur des serveurs canadiens, puis il y avait plus de notions à ce niveau-là là, que pour Classroom, que pour Google. Oui, d'accord. Mais oui, c'est des enjeux importants. Et oui, ben merci mille fois encore d'avoir été là. Et puis, vous aurez des liens vers l'enregistrement qu'on coupera en petits morceaux pour qu'il soit plus digeste, justement. Et puis, on pourra s'en inspirer pour créer d'autres contenus encore plus digestes. Mais merci beaucoup pour votre présence et au revoir à ceux qui sont là. Voilà, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.